Bonjour tout le monde, il me fait plaisir d'être avec vous pour parler d'un sujet qui est un peu brûlant plus on s'approche de l'été. Je suis hygiéniste industrielle, comme disait ma collègue, et conseillère technique depuis euh, presque 10 ans, en fait, chez Multiprévention. Et ce sont des demandes qu'on a eues de façon courante pour se préparer au niveau des contraintes thermiques. Et souvent, là, malheureusement, c'est un peu tardivement, je vous dirais. Ça se fait comme plutôt au mois de juin, juillet et août, quand on est déjà dans les canicules. Et alors, c'est plus difficile de pouvoir se préparer parce qu'il y a quand même des choses en amont à faire. Et c'est de ça surtout qu'on va parler dans la webconférence. Je veux juste vous mettre aussi euh, un avis comme quoi que ce n'est pas une formation, hein, ça va être un survol. Il y a plus d'informations qu'on peut vous donner en vous accompagnant pour toutes les gens qui sont dans des entreprises membres chez nous à l'ASP. Donc, il ne faut pas se gêner. Si vous avez besoin d'autres informations après cette webconférence-là, on peut très bien vous aider à ce sujet-là. Donc, nous allons débuter de ce pas. Oh, excusez-moi. Je vais vous demander que signifie le terme contrainte thermique. J'aimerais savoir votre compréhension de ce terme-là. On parle ici A, d'une problématique au niveau du chauffage et de la climatisation. B, le travail effectué en Arctique et dans le désert du Sahara. C, un déséquilibre thermique causé par un travail en ambiance chaude. Qu'est-ce que vous pensez de quoi on parle en fait? Donc, Lise, je me demande, est-ce que tu vois les résultats rentrés? Non, je les vois pas Non? malheureusement. OK. Donc, 100%, on a 13 personnes qui ont répondu un déséquilibre thermique causé par un travail en ambiance chaude. Super. Donc, vous avez la bonne réponse. Cette définition-là, en fait, on l'a prise dans le règlement sur la santé et sécurité au travail, le RSST. Tout le long de la webconférence, quand je vais vous parler de ce règlement-là, je vais y aller au diminutif, donc RSST. Ce que dit le RSST, c'est une contrainte thermique, se définit comme tout déséquilibre thermique chez le travailleur causé par un travail en ambiance chaude. Ici, dans la webconférence, on va se concentrer uniquement sur la chaleur, en fait. Je sais qu'il y a aussi des contraintes thermiques en ambiance froide, mais ce n'est pas le sujet là, qu'on va aborder aujourd'hui. OK? Donc, on va de l'avant. Juste pour vous mettre au parfum de qu'est-ce que c'est, dans le fond, la contrainte thermique. Qu'est-ce que ça veut dire? Les effets sur le corps humain. En fait, c'est la chaleur ambiante sur le corps qui fait varier la température interne. Habituellement, quand on arrive à réguler cette chaleur-là, il peut avoir un jeu d'1 Celsius. Donc, notre corps est à 37. Et tant qu'on est à l'intérieur du 1 degré Celsius, tout se passe bien. On arrive à évacuer la chaleur. Là, quand on n'arrive plus, c'est là qu'on commence à avoir des symptômes importants. Donc, notre température interne, il peut y avoir des fonctions vitales atteintes. Puis si il n'y a rien qui est fait, malheureusement, ça peut aller jusqu'au décès. C'est vraiment très dangereux. Donc, les effets sur la santé, là, c'est sûr qu'on y va, il y a une gradation, hein. Au début, on va pouvoir noter qu'une personne a des rougeurs, va avoir des enflures aux extrémités, des crampes de chaleur, épuisement, nausées. Ça va aller plus loin. Ça peut évoluer avec une soif intense, hein. Soif intense, ça veut dire que la personne est déjà très déshydratée. Donc, le pouls aussi peut devenir très faible et entraîner une chute de la pression artérielle, puis même causer un évanouissement. Donc, c'est un peu les différentes étapes là, qu'on peut voir les effets sur la santé. Si vous voyez un collègue, si vous-même vous sentez ces symptômes-là, n'hésitez pas à signaler à votre supérieur ou au secouriste de votre entreprise. C'est important. Il faut pas négliger ça. C'est sûr que ici,
On a les cas le plus grave, c'est le coup de chaleur. Là, on a dépassé les 5 effets du symptôme. La température interne, on n'est plus capable de la réguler, donc on le dépasse, le 1 degré Celsius que je vous parlais. On va avoir de la faiblesse, confusion, comportement étrange. On a la peau rouge, chaude et sèche, le pouls rapide et fort, mal de tête ou étourdissement, évanouissement possible ou convulsion. Si vous voyez un collègue qui a ces symptômes-là, il faut tout de suite faire appel aux secouristes et tout ça. Donc, il serait très important qu'il y ait des sessions d'information dans vos usines pour sensibiliser les gens à ces symptômes-là pour être capable d'agir rapidement avant que ça puisse se rendre jusqu'au coup de chaleur. Parce que rendu au coup de chaleur, là, ça amène des fois l'hospitalisation, puis ça peut prendre un bout de temps avant que ça revienne, hein. Fait que il faut vraiment aller plus en prévention et pour ça, ça serait la formation des gens euh, pour savoir comment réagir. Là, on avait mis la table pour vous parler des symptômes, en fait, des effets sur la santé. Là, on va aller plus dans l'étape de préparer, en fait. Qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer quand il arrive l'été? Vous allez dire, on est au mois de février, on a plein de neige, c'est pas le temps de parler de ça. Mais vous allez voir, il y a quand même certaines choses à mettre en place avant même de pouvoir faire face à ça. Donc, on va parler des normes en vigueur, des étapes pour bien gérer la contrainte thermique, comment réaliser les calculs de charge de travail, comment mesurer correctement la contrainte thermique, puis comment adapter les mesures de prévention au niveau préétabli. Donc, on y va. Les normes. Évidemment, je vous parlais, si on parle de la loi sur la santé et la sécurité au travail, l'article 51 qui dit que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique, psychique du travailleur. C'est la première qui concerne ce volet. Et dans le RSST, on a une section complète, donc dans l'annexe 5 qui parle des contraintes thermiques. S'il vous plaît, de ne pas vous mélanger avec d'autres sections qui parlent d'ambiance thermique. Donc, c'est vraiment l'annexe 5 là, qui est votre référence et aussi les articles 121 à 124. Qu'est-ce que ça dit, les obligations du RSST? C'est que quand on a euh, des situations, des postes de travail qui peuvent excéder les normes en vigueur. On dit que dans ces cas-là, pour toute entreprise de 50 travailleurs et plus, on a 2 mesures obligatoires par année qu'on doit consigner les résultats dans un registre comme tel. Puis c'est avec la méthode WBGT que je vais vous détailler tantôt là, qui tient compte évidemment de la chaleur radiante, qu'il faut prendre les mesures. Puis euh, c'est aussi que une des 2 mesures qu'on doit faire, c'est pendant la période estivale. Puis on a un point important ici, c'est que le RSST vise les gens acclimatés. Justement, en parlant d'acclimatation, je vais vous demander, selon vous, quand peut-on considérer qu'une personne est acclimatée à la chaleur? A. Quand elle travaille régulièrement en ambiance chaude. B. Après 7 jours d'exposition continue à des températures élevées. A et B ou aucune de ces réponses. Lise, j'ai lancé le sondage, donc on attend que les réponses rentrent tranquillement. Parfait. Donc, la majorité des gens répondent A et B. Vous êtes vraiment des champions ce matin? On pourrait dire ce midi. C'est bien ça, A et B. En fait, quand on travaille régulièrement en ambiance chaude, pensez aux gens qui travaillent dans les boulangeries, les fonderies et tout. Ce sont des gens qui font face à ça quotidiennement. Travailler à la chaleur, c'est sûr que c'est encore plus exacerbé l'été. Mais pour nous, là, qui travaillons plutôt l'été, qui sommes plutôt exposés l'été à des températures chaudes dans des usines et tout, et là, l'acclimatation, c'est quelque chose qui est difficile. Toujours, vous remarquerez même dans votre vie personnelle, là, on est toujours plus sensible à la chaleur dans les premiers jours de l'été. Puis
on s'habitue. Puis c'est cette période d'adaptation-là qu'on parle quand on parle d'acclimatation. C'est au moins 6 à 7 jours d'exposition en continu à la chaleur. Malheureusement, au Québec, on a les températures sont en dents de scie, hein. Ça veut dire que oui, on peut avoir une semaine très chaude, mais suivie d'une semaine plus fraîche, plus pluvieuse et autres, ce qui fait que ce qu'on a acquis d'adaptation, on va la perdre, hein, à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'au Québec, c'est très difficile d'être acclimaté à la chaleur. J'imagine qu'avec le réchauffement de la planète, ça va changer, mais pour l'instant, on a encore beaucoup de variations au courant de l'été qui fait c'est plus difficile pour nous de s'adapter. Ici, on va parler de la pyramide, en fait, des moyens de prévention. On sait, là, de façon, l'élimination à la source, c'est toujours le moyen, le meilleur, le plus important, le plus efficace aussi. Et ici, ça échappe pas à la règle pour le contrôle au niveau thermique. Donc, tout ce qu'on peut faire pour éliminer la source va réduire les efforts en fait, que la personne a déployé pour faire une tâche et tout. Donc, quand on parle par exemple, d'automatisation des tâches, mécanisation des tâches, ben, la personne qui a à prendre des charges plus lourdes, et qui a dépensé plus d'énergie, de kilocalories quand qu'elle le fait, ben ça c'est moins grand que si on fait pas cette étape-là. Si on modifie le procédé, on réaménage le poste de travail, évidemment réduire la génération à la convection ou radiation de la chaleur en installant la ventilation, climatisation à l'intérieur des entreprises aussi. Ben évidemment, les affiches pour le rappel des mesures préventives. Faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Hein, il faut boire sur une base régulière. Période d'acclimatation, alternance travail-pause, aire de repos climatisé, point d'eau. C'est toutes des méthodes, mais là, on s'éloigne de l'élimination à la source. Et au niveau des EPI, en fait, favoriser le port de vêtements légers, des vestes de refroidissement et tout. Donc, on voit à ces moments-là, les efforts sont plus grands pour le travailleur et l'élimination à la source est vraiment là que on épargne des kilocalories, hein, on est plus efficace. Selon vous, j'ai une petite question. L'employeur doit-il contrôler l'endroit où le travailleur va récupérer? A pour oui, B non. On parle de la pause. Donc, Lise, pour l'instant, 100% des gens disent oui. Vous avez tout à fait raison. Premièrement, j'ai vu dans certaines entreprises que la pause, même durant les périodes très chaudes, les gens profitaient pour aller dehors. Il n'y avait pas d'ombre, donc ils étaient au soleil et ils fumaient ou mangeaient. Et là, ça ne permet pas au corps de récupérer de cette chaleur-là. Donc, d'aller à l'ombre, de s'assurer que l'employé a un coin à l'ombre ou, encore mieux, dans une cafétéria climatisée, ben, ça vous permet que la personne elle évite un coup de chaleur, qu'elle puisse prendre du repos, prendre de l'eau. Puis oui, vous pouvez contrôler cet aspect-là, parce que des fois on dit il faut pas s'ingérer trop, mais c'est habituellement la pause, elle est généralement rémunérée. Elle rentre dans la prestation de travail. C'est pour ça qu'on dit que c'est important. On a le droit de pouvoir gérer pour le bien du travailleur. Quelles sont les étapes maintenant pour bien gérer la contrainte thermique? Donc, c'est des étapes qui sont importantes. Premièrement, ce qu'il faut, là, vous allez voir, euh, je- dans le fond, il faut connaître vos tâches à la production. Ça, c'est la base. Il y a combien de travailleurs qui font ces tâches? C'est quoi la fréquence? Est-ce qu'il y en a qui sont plus euh, faites à l'été? C'est toutes des choses qu'il faut connaître. On parle ici d'indiquer les tâches réalisées en période estivale auprès d'une source radiante.
Une source radiante, là, en fait, un milieu de travail, c'est tout objet, équipement ou surface chaude. On parle de four, de fournaise, de métaux en fusion. On peut penser, par exemple, dans les alumineries, par exemple, on peut penser à de la soudure. Tout ce qui émet de la chaleur, puis qui transfère de la chaleur directement au corps du travailleur, mais sans c'est sous forme de rayonnement infrarouge, donc sans chauffer l'air ambiant. OK? Cette chaleur-là, ça augmente le stress thermique. C'est de ça qu'on parle. Toutes ces sources de chaleur-là, ils augmentent en fait l'exposition du travailleur à la chaleur. Donc, c'est sûr que des gens qui travaillent à proximité de ces sources-là sont plus sujets. En plus de la chaleur estivale, on a la chaleur dégagée hein, par ces sources thermiques-là. OK? On a ici ciblé les tâches les plus à risque. Dans le fond, on veut aller chercher les tâches qui sont les plus dangereuses, en guillemets, qui pourraient créer le plus d'exposition à la chaleur, hein, soit ceux qui ont une dépense énergétique plus grande, entre autres, quelqu'un qui va avoir pelleté, on va dire, il dépense plus d'énergie que quelqu'un qui travaille à l'ordinateur avec une souris, par exemple. Donc, on va aller chercher des tâches qui sont soit très près des sources radiantes, qui sont plus énergétiques, euh, ou ceux qui sont réalisés par un plus nombre élevé de travailleurs à une fréquence plus élevée, une durée plus longue. Vraiment, on cherche les pires cas. Estimer la charge de travail des tâches, ben ça, ce qui est intéressant, c'est qui qu'on observe, quoi observer, quelle période. On veut documenter en fait la charge de travail. Puis ça, pour le faire, là, on va utiliser, par exemple, des outils comme prendre des photos, prendre des vidéos. Ça va nous permettre après de pouvoir comprendre la tâche en la regardant euh, fait, pour pouvoir justement déterminer si ces tâches-là sont travail léger. Travail léger, c'est vraiment une dépense énergétique moins grande qu'un travail moyen. Puis évidemment, le lourd, c'est ce qui est la plus grosse dépense énergétique. Donc, dans le fond, il faut décortiquer le travail pour venir à bout de classer la tâche effectuée dans un de ces créneaux-là. Établir en fait le protocole du milieu, ben euh, on a regardé pour la tâche comme telle, mais là il faut voir, on a un appareil de mesure. Où c'est où on va mesurer? À quel endroit? C'est bien important de mesurer aux emplacements où il y a des travailleurs. On va pas installer notre appareil de mesure dans une allée piétonne où il n'y a pas de travailleurs qui se situent. Ça sera pas représentatif de l'exposition à la chaleur. Donc, on va aller mesurer où il y a des travailleurs dans les conditions de travail. On va mesurer tout au long de la journée, quand il y a des canicules, on va prendre le temps d'y aller sur une base régulière, parce que c'est pas parce que vous prenez une mesure le matin que ça représente la situation pour toute la journée, parce que ça évolue tout le temps. Euh, Ça peut être pire en après-midi, en fait. Puis, quelles mesures préventives déployer aussi? On va mettre en place ce qu'il faut pour éviter des coups de chaleur. La documentation, la procédure à suivre, c'est que quelle est notre stratégie pour cibler les tâches à risque, qui fait quoi, puis comment on s'organise pour les surveiller. Ben, dans le fond, ce qu'on a parlé, qu'on veut mettre en place, il faut le mettre sur papier maintenant, pour que ça puisse rester en place malgré le changement de personnel et tout. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une procédure à suivre, puis la faire connaître à tous pour qu'elle soit suivie. Communiquer, former les travailleurs. Ben ça, c'est très important pour leur faire pour leur expliquer c'est quoi qui est les contraintes thermiques et puis pourquoi il va y avoir des pauses plus fréquentes aux endroits où il fait plus chaud par rapport à d'autres endroits. Pourquoi on veut pas qu'il y ait fumée dehors au soleil quand il fait très très chaud plutôt qu'aller dans la cafétéria. Quelles mesures de prévention adopter? Donc, c'est vraiment important l'élément de communication. Moi, j'ai une petite question pour vous, là. Je parle, là, mais là, pour voir, vous, êtes-vous déjà prêt pour la canicule à venir? Est-ce que vous avez une liste des tâches à risque de contraintes thermiques dans votre entreprise? Donc, vous avez oui, non, je ne sais pas. Je vous laisse y répondre.
On attend les réponses. Avez-vous une liste de tâches à risque de contrainte thermique dans votre entreprise? Donc, la majorité ont répondu oui. Un 27%, non. Ben, 5 personnes. OK. 5 personnes ont Donc, répondu non. OK. Ben, il est pas trop tard, là. Vous êtes, comme je vous disais, là, on est en février. Il est toujours le temps de bien se préparer. Il y a pas de souci, là. Vous êtes à l'avance. Donc, on continue. Comment réaliser maintenant les calculs de la charge de travail? En fait, ce que je vous explique là, c'est carrément, ça vient de notre règlement santé-sécurité au travail. Donc, on a un travail, on classe le travail en trois sections. Le travail léger, qui conduit jusqu'à 200 kilocalories par heure. Donc, le travail léger, c'est par exemple la commande de machine en position assise ou debout. Travail qui implique la main ou le bras, tu sais, comme par exemple l'assemblage, de composantes électroniques. Ça peut être du travail de bureau. Travail moyen, ça va être plus physique. On va avoir des dépenses, des déplacements accompagnés d'efforts modérés de levage et de poussage. Et le travail lourd, là, on voit qu'il y a une pelle, là, c'est vraiment du travail hautement physique. Donc, on, on parle du travail au pic et à la pelle, du pelletage et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose que on voit moins souvent maintenant dans les entreprises. Je vous dirais que avec mon expérience de 10 ans à la SP, là, moi, ce que je vois beaucoup en entreprise, c'est du travail léger, du travail moyen, très, très peu du travail lourd. OK? Selon la méthode qualitative du RSST, on a dans le RSST, il y a un tableau avec euh, une grille en fait qui nous aide à établir là, la dépense énergétique de la personne lorsqu'elle fait une tâche. Ça s'appuie sur l'observation de la tâche. Donc, des fois, on peut, pour éviter d'être là trop longtemps observé, une suggestion, là, c'est vraiment de filmer avec notre cellulaire, de prendre des photos, puis par la suite d'analyser ça. Donc, ça nous permet d'avoir une idée, puis de voir à s'approcher le plus près possible du type de tâche qui est fait. Ça offre une estimation du niveau de risque. Puis, comme je vous disais, c'est quand même le règlement au moment où il a été fait. Il n'y a pas prévu que ça pourrait être appliqué pour des travailleurs non acclimatés, ce qui est souvent le cas, là. Donc, si on a une légère surestimation, je dis pas de gonfler à bloc les résultats, mais une légère surestimation, ben ça permet d'avoir un jeu là pour le facteur de précaution, qu'on pourrait dire. Donc, c'est ça. J'ai une petite question pour vous. Quelles sont les conditions gagnantes pour réussir une bonne estimation des charges de travail, là? Quand vous allez aller dans le milieu de travail, vous voulez faire cet exercice-là, est-ce que c'est une entente paritaire? Est-ce que l'utilisation d'une méthode reconnue, éviter de micro-analyser la tâche ou toutes ces réponses? Qu'est-ce que vous pensez qui ça vous aiderait à réaliser ça en milieu de travail? Donc, les conditions gagnantes pour réussir une bonne estimation, la majorité des gens, je dirais, en fait, tout le monde, non, la majorité des gens ont marqué toutes les réponses. Toutes les réponses. Vous avez tout à fait, vous êtes des champions, hein? C'est vraiment ça. L'entente paritaire, là, moi je vous le dis, là, c'est vraiment ce qui est la structure, hein, c'est vraiment pas à négliger parce que si vous n'arrivez pas à bien définir comment vous allez le faire, puis de vous entendre tout au long du processus, ça va pas fonctionner. Je l'ai vu là, par expérience. Puis d'avoir que les gens du côté des travailleurs comprennent bien la démarche, ça va permettre aussi d'expliquer le pourquoi. Des fois, ils comprennent pas qu'il y a des pauses qui vont être données plus souvent dans certains secteurs, ou pourquoi l'appareil que moi j'utilise, qui me donne l'indice de contrainte thermique en Celsius, ça donne pas la même mesure que son thermomètre, là, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment gagnant. OK? Premier exemple pour estimer la charge de travail. Donc,
On a Nathalie ici qui travaille toute la journée en position assise au poste d'assembleur de composante électronique. On voit là ici, elle utilise à une main une pince. Des fois, elle va prendre un fil d'une main puis faire de la soudure au fer. Mais ça, c'est plus rare, là. Dans le cas présent, on a déterminé qu'elle travaillait plus souvent à une main. Donc, la première section à compléter quand on fait l'estimation de la charge de travail, c'est en fait la position mouvement du corps. OK? Donc, on doit savoir euh, majoritairement du temps, on prend une heure type qui est représentative de son travail, et puis là, on regarde. Est-ce que la personne dans son heure type est 100% du temps assise? Est-ce que ça varie moitié-moitié, debout, assise? On fait où elle doit se déplacer et tout. Fait qu'on fait le décompte de ça. Dans le cas présent, Nathalie est tout le temps assise. Donc, dans cette section-là, on peut voir que selon, en fait, euh, qu'est-ce qu'on a ici? Assis, c'est 18 kilocalories. On dépense moins de kilocalories que si on est debout ou si on marche. Donc, dans le cas présent, c'est assis. On lui donne 18 kilocalories pour la section A. La section B, maintenant. On doit déterminer le type de travail qu'elle fait et quelle partie de son corps elle utilise. Dans le cas présent, c'est un travail qui implique la main, et c'est léger, c'est pas des lourdes tâches et tout ça, c'est des petits outils, tout ça. Donc, on va lui donner, en fait, le 24 pour son utilisation des outils, tout ça, pour l'heure. Et on n'oublie pas, le bloc C, c'est tout le temps, il doit toujours être là, c'est le métabolisme basal. C'est ce que ça nous prend pour énergie pour faire rouler notre corps, comme on dit. Donc, c'est 60 kilocalories par heure. Ce qui fait que, dans le cas présent, notre assembleur de composantes électroniques, on a dans la première section, position assise, 18 kilocalories par heure. Le travail léger impliquant la main, 24 kilocalories par heure et 60 kilocalories par heure pour le métabolisme basal. Ce qui fait qu'on est en bas de 200 kilocalories qui rentrent dans la catégorie de travail léger. Donc, dans le cas présent, on a un travail léger. Voici un exemple. Le second exemple, un petit peu plus complexe. On a ici un soudeur. C'est Joaquin qui, en fait, euh, qui fait des tâches variées en lien avec son poste de soudeur. Il est en position debout 70% du temps, soit 42 minutes sur 60. Il marche pour déplacer des pièces de 45 livres manuellement. Le reste du temps, on parle de 18 minutes sur 60. Vous remarquerez, hein, je travaille toujours sur une heure type, là. J'essaie de déterminer vraiment ce qui correspond à la tâche régulière de Joaquin. Donc, on fait le même exercice qu'avec Nathalie. On va à l'intérieur d'une heure type. Et puis, comme lui, il est debout environ 70% du temps, on va pas lui attribuer le 36 kilocalories qui correspond à une heure. On va décortiquer ça pour que ça corresponde aux 70% de 36, en fait. Donc, ça va correspondre à 25 kilocalories de l'heure. Et pour la marche, on parle de 30% du temps. Comme c'est pas une marche, c'est pas de la course, c'est une marche tranquillement. On va prendre le plus bas, 120 kilocalories par heure, puis c'est 30% du temps, alors ça va devenir le 36 kilocalories par heure. Donc ici, pour la section A, on a debout 70%, marche 30%, excusez, et ça nous donne 61 kilocalories par heure. OK? Donc ici, toujours à l'intérieur d'une heure type, on regarde maintenant le type de travail fait, puis la dépense calorique ou en kilocalories par heure. Donc ici, on a un travail impliquant les deux bras légers. Dans un travail de soudeur que j'avais observé, c'était le type de travail léger, là, impliquant les deux bras. Et comme il fait pas ça pendant toute l'heure,
j'y ai attribué 70% de mon 90 kilocalories et 30% où il y a ce de manutentionner une pièce. En fait, ici, c'est une erreur, là, c'est 55 livres, c'est 45 livres, en fait. On vous l'a indiqué, là, je suis désolée. Donc, ça nous a permis d'avoir 90 kilocalories par heure. Donc, ça nous donne, en fait, 153 kilocalories par heure pour la section B. On peut voir déjà que c'est déjà plus élevé que la tâche de Nathalie, juste dans la section B. Évidemment, on tient compte du métabolisme basal qui est à 60. Fait que ça nous donne, en fait, on a ici 61 kilocalories par heure pour notre bloc A, position et mouvement du corps. On a notre type de travail, on a 153 kilocalories par heure pour le travail léger de soudure impliquant les deux bras et manutention de pièces de 45 livres à 30% du temps, 153, et le métabolisme basal qui correspond à 274 kilocalories par heure. C'est donc dans la plage du travail moyen. Alors, on a un autre exemple ici qui est un travail moyen. Donc, c'est deux exemples en fait qui sont quand même représentatifs du type d'usine qu'on dessert. Maintenant, comment mesurer et établir les moyens de prévention selon le risque? Je vais vous poser une question aussi, là. Quel type d'appareil de mesure peut-on utiliser ou utilisez-vous en fait pour les contraintes thermiques? A, hygromètre, thermomètre numérique. B, psychromètre. C, thermomètre et baromètre. D, station météo ou température à la météo. E, appareil de mesure de l'indice de contrainte thermique, WBGT ou F, toutes ces réponses. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, quel type d'appareil de mesure peut-on utiliser? Donc, on a quelques personnes qui ont répondu toutes ces réponses. Sinon, appareil de mesure de l'indice de contrainte thermique en majorité. C'est très bien. Euh, c'est sûr que plusieurs de ces appareils-là peuvent être utilisés, mais ça dépend de dans quel contexte, là, quelle application on choisit d'en faire. Idéalement, c'est sûr que l'appareil de mesure de l'indice de contrainte thermique, c'est vraiment notre meilleur outil quand on veut l'appliquer en fonction du RSST. Mais oui, toutes ces réponses auraient pu fonctionner, mais vous allez voir dans quel contexte. Que Bon, le premier, la première façon de mesurer en fait la contrainte thermique, je vous dirais, c'est une méthode proposée par la CNESST. C'est la méthode de température de l'air corrigée, communément appelée TAC. On l'a dans l'utilitaire de l'IRSST, c'est le premier qu'on a. En fait, ça prend un appareil pour mesurer la température et l'humidité relative. C'est l'appareil que ça nous prend. Puis avec ça, ça nous permet de pouvoir remplir les champs les formules pour obtenir en bout de ligne une température de l'air corrigée. À ça va correspondre, vous voyez ici, le tableau qu'on doit remplir quand on est sur l'utilitaire comme tel. On a plusieurs champs. Puis ça va nous donner en bout de ligne la température de l'air corrigé qu'on a ici. Dans le cas présent, on a eu 35 degrés Celsius. On est dans la zone vert pâle. Puis vous voyez, en fait, oh, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais faire. Vous voyez en fait ici, selon léger, moyen ou lourd, les consignes peuvent varier de la même façon là, que pour le WBGT. C'est que plus on a du travail léger, moins les consignes vont être sévères. Puis plus notre travail il s'en va vers le lourd, plus ça va être sévère. Vous voyez ici,
Souvent, la prévention avec cet utilitaire-là, on va parler de fréquence de boire de l'eau. Ici, on parle aux 20 minutes. Mais évidemment, plus on avancerait dans la température d'air corrigée, on pourrait changer de couleur et là, ça deviendrait plus fréquent, la prise d'eau. Le désavantage de ça, c'est que ça ne nous dit pas la période de repos qui concorde au niveau température. Donc, pour cette raison, là, c'est une méthode qui est plus limitée dans son application. Ça ne tient pas compte non plus. Je vous parlais de chaleur radiante, hein, de certains équipements comme des fours. Cette méthode-là ne tient pas compte de cela. Fait que c'est une méthode, mais pour moi, c'est pas la méthode privilégiée en usine pour plusieurs facteurs, dont entre autres la présence d'équipements comme des fours et autres, la chaleur radiante. Donc, c'est le premier utilitaire de l'IRSST. On va maintenant avec la méthode du RSST. Donc, le WBGT, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est, si je le dis en anglais, là, Wet Bulb Globe Temperature. Donc, je peux le dire en français, là, mais je pense que vous allez trouver que c'est un long terme, donc j'aime mieux parler d'indice de contrainte thermique. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous avez ici un globe thermique, un globe noir qui permet de capter la chaleur radiante. Vous avez ici le thermomètre à boule humide. En fait, c'est pour l'humidité relative. Puis ici, vous avez votre thermomètre à boule sèche. Donc, c'est pour la température de l'air tout court. Donc, l'équation de ces trois euh, mesures-là vous donne l'indice de contrainte thermique. Il vous donne en Celsius. Et c'est là que des fois, ça pose un petit enjeu de compréhension dans les milieux de travail quand les travailleurs, eux autres, utilisent, par exemple, le simple thermomètre ou autre, ils vont pas comprendre que ce résultat-là ne va pas concorder en fait avec la température de leur thermomètre. Donc, c'est ça que je veux indiquer ici, parce que je l'ai vécu personnellement à plusieurs reprises. Donc, ici, c'est pour vous montrer. Moi, ce que je propose toujours, c'est de déterminer les points de mesure, en fait, euh, avant même de prendre les mesures, déterminer à partir d'un schéma comme ça, où vous désirez mesurer. Puis moi, je vous encourage, là, en fait, toutes les postes à proximité de sources radiantes. Les fours, on avait parlé. Si vous avez des endroits plus chauds dans l'usine, s'il y a des endroits où il y a des soudeurs à proximité, tous ces points-là devraient être pris en priorité. Je vous conseille pas de prendre des mesures ici dans l'allée, c'est pas représentatif si nos travailleurs sont pas là. C'est vraiment de déterminer une séquence de points qui vont toujours être les mêmes, qui vont toujours être mesurés ces endroits-là, puis où il y a des employés. On fait ça aussi à l'emplacement du travailleur. On prend les mesures souvent environ 5 pieds du sol, là. Si le travailleur est généralement assis, ben, on peut mettre l'appareil sur la table. On peut le tenir aussi. Il y a aussi on peut prendre euh, des tripodes, hein, pour tenir ça aussi. Donc, les trépieds, c'est très utile. Puis, pensez pas que l'appareil va réagir tout de suite, là. Quand vous, euh, quand vous prenez, en fait, l'appareil en main, ça peut prendre jusqu'à 15 minutes avant que il s'adapte à la chaleur, à la température de l'endroit. Donc, il faut vraiment, tant que l'appareil n'est pas stable, n'est pas stabilisé, on doit continuer à attendre pour que la température. Fait que dans le fond, moi, j'ai des entreprises qui, après avoir déterminé leur point, ils vont prendre le temps de faire des mesures régulièrement, surtout dans les périodes de calcul, vont compiler ça dans un fichier Excel, puis voir un peu c'est quoi les points les plus chauds et tout. Euh, puis ça va donner une tendance, là, vraiment. Puis on voit ici, c'est le fun de pouvoir se faire un système de couleurs
qui va nous indiquer que normalement, aux endroits plus chauds, bon, là, on va être en zone rouge, travail 25%, repos 75%, on est en zone jaune-orange. Fait que c'est visuel, les employés. Vous pouvez même afficher ça selon les journées de canicule, là, vous l'affichez, donc ça aide les gens à comprendre. Euh, Ici, on a l'autre utilitaire que je vous parlais, celui qui est basé sur le RSST. Ce qu'il faut faire ici, c'est très important. Si vous avez un endroit ou une salle de repos climatisée, vous allez devoir en tenir compte pour le calcul du, de l'indice de contrainte thermique. En fait, c'est que vous allez indiquer ici l'indice de contrainte thermique que vous avez obtenu en fait, au niveau la mesure, vous allez indiquer ici si le repos est pris dans une salle climatisée. Vous allez aussi prendre l'indice de contrainte thermique dans cette salle-là. Vous allez l'indiquer. Ici, on avait 10 degrés d'écart. Vous allez indiquer le résultat du calcul de charge que vous avez fait pour ce travailleur-là. Et en fait, le WGT moyen va sortir, va vous donner automatiquement l'alternance travail-repos pour cette période-là qu'on est, donc 42 minutes de travail pour 18 minutes de pause. Donc, vous voyez très bien. Fait que ça se fait très, très bien. Ça nous permet d'obtenir comme tel en réel là, la situation, puis de s'ajuster comme tel. On a un lien ici là, pour les utilitaires. De toute façon, je crois que Joanie va pouvoir vous le transmettre. Donc ça, c'est en rapport avec notre RSST. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que le port de certains types de vêtements devrait être pris en considération lors de l'évaluation de l'exposition aux contraintes thermiques? Donc, j'invite les gens à répondre dans le nuage de mots. Donc, vous devriez voir le sondage. Je ne vois pas de mon côté, il y a peut-être un petit bug. Je vous inviterai à l'écrire dans le chat, si vous voulez. Ah, ça vient d'apparaître. Je l'ai. Donc, ici, j'ai peintre, Tivec. Oui, oui, ouais. Donc, il y a trois personnes qui ont écrit dans le chat, oui, le port de certains types de vêtements doit être pris en considération. Parfait. C'est effectivement ce que je voulais entendre. Justement, le Tyvek, entre autres, comme c'est fait d'un matériel un peu tandis que c'est imperméable, là, c'est serré et tout, ça permet moins d'évacuer la chaleur emmagasinée. Donc, on doit en tenir compte quand on fait les calculs de contrainte thermique. Dans l'utilitaire du RSST ou du TAC, là, du TAC, on n'a pas cette option-là. Ici, on a un autre utilitaire qui est la méthode ACGIH pour American Conference Governmental Industrial Hygienist. Il y a les mêmes paramètres à compléter que ce que je vous dis, mais en plus de ça, il y a ajustement pour vêtements. Ici, quand vous tapez, il y a un bouton, il y a toute une sélection de types de vêtements. Donc, j'aime beaucoup cet utilitaire-là parce que ça tient compte de ça. Vous avez deux types de courbes ici. Donc, pour les gens non acclimatés, on a une courbe qu'on appelle limite action. Et la courbe TLV, c'est la courbe, en fait, qui est l'équivalent de notre RST. Donc, vous pouvez toujours prendre la courbe TLV si vous voulez rester, euh, mais en même temps, en pouvant utiliser, si vous avez des contraintes avec des vêtements spécifiques, ben ça va vous donner un facteur de prévention qu'on n'a pas avec les deux autres utilitaires. Fait que c'est pour ça, moi, que personnellement, j'aime beaucoup utiliser cet utilitaire-là et c'est ce que je recommande. OK? Ici, on dit prendre le temps de s'organiser, donc établir le protocole de surveillance.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comme je vous avais dit tantôt, on détermine les points de mesure, la fréquence des mesures, on établit un plan d'action selon l'indice de contrainte thermique obtenu, on communique les résultats des mesures prises, puis on s'assure que les moyens préventifs sont en place et bien suivis. Donc, c'est ça le protocole de surveillance. Il faut s'assurer que c'est suivi, en fait. Ne pas oublier de documenter. Mettre en place un programme de gestion des contraintes thermiques. Donc, ça implique l'estimation, en premier lieu, l'estimation des charges de travail, la méthode que vous allez utiliser pour mesurer l'indice de contrainte thermique, les rôles et responsabilités de chacun, comme par exemple, ça peut être le superviseur avec le représentant des travailleurs qui font la tournée dans la journée. Puis je vous dis, quand il y a des grandes canicules, là, c'est pas juste une mesure qu'on doit prendre, c'est à plusieurs reprises parce que la situation change avec le déroulement de la journée, hein. Ce qui était vrai à 9 heures est possiblement plus vrai à 16 heures. Puis, protocole de surveillance et moyens de contrôle de prévention, c'est très important pour éviter le coup de chaleur et de s'assurer d'avoir toujours de l'eau à proximité, tout ça. On a archivé les résultats des mesures ainsi que vos plans d'action. On parle de 5 ans, hein, selon la réglementation. Ajustez vos procédures de mesure d'urgence aussi pour tenir compte de ça. Super important que les secouristes soient mis au fait là, quand même des mesures à prendre dans ces cas-là. J'ai une petite demande pour vous. Selon vous, y a-t-il une exigence légale pour conserver vos registres de mesures et plans d'action? Oui, non, je ne sais pas. Est-ce que ça rentre? Oui, donc je Jean- viens de démarrer le sondage. Donc, on a 8 personnes qui ont répondu oui. Il y a une exigence légale pour conserver les registres. Tout à fait. C'est tout à fait vrai. Si la CNSST débarque chez vous, assurez-vous de les garder au moins 5 ans et tout. Puis comme ça, vous ne serez pas surpris de sa demande. En conclusion, donc, j'ai identifié vos postes à risque, estimer la charge de travail léger, moyen, lourd, très important. Décider de votre stratégie pour mesurer l'indice de contrainte thermique. Celle recommandée évidemment par nous, c'est avec les appareils d'indice de contrainte thermique. Vous savez maintenant qu'il y en a qui sont beaucoup moins dispendieux puis qui font très bien le travail. Si vous voulez avoir plus d'informations, je pourrais vous pouvez toujours m'envoyer un courriel, je pourrais vous suggérer là-dessus des modèles. Utiliser la hiérarchie des moyens de prévention pour gérer le risque de façon efficace. Comme on dit, toujours l'élimination à la source au départ. Ça aide beaucoup. Documenter votre programme de gestion des contraintes thermiques. On le documente pour que ça reste pérenne dans le temps, pour pas que ça se perde. Hein? Puis informer et sensibiliser les travailleurs. Nous, on a une capsule qu'on a fait. Donc, ça peut être quelque chose qu'on met sur votre télé dans la cafétéria qui euh, qui roule un peu avant les canicules, tout ça pour remettre. Tu sais, c'est quelque chose qui devrait quasiment être euh, l'information devait être donnée annuellement, je vous dirais, avant les périodes chaudes. Ouais. Ben, je vous remercie pour votre participation. Ça m'a fait grandement plaisir.